des modes de ventilation, de leurs principes et de leurs intérêts. Donc on va voir dans les 20 minutes qui viennent un petit peu ce qu'il en est des différents modes, et j'espère qu'on va simplifier un certain nombre de choses. Alors voici mes conflits d'intérêts. Et donc l'idée, c'est vraiment de sortir de cette session avec une vision claire de l'ensemble de ces modes. Non, je rigole. On ne va pas voir chacun des modes, on va voir qu'il y a beaucoup de modes de ventilation, qu'il y en a énormément, mais qu'il y a simplement quelques modalités ventilatoires. Et c'est ça que je voudrais réussir à vous transmettre dans les prochaines minutes qui viennent, et vraiment clarifier les choses, parce que vous voyez que chacun des industriels a donné des noms de ventilation et des noms de ventilateurs et de modes particuliers pour des modalités ventilatoires dont on verra qu'elles sont à peu près similaires. Alors, juste deux plaques pour commencer, qui sont des rappels physiologiques parce que ça me paraît indispensable. Donc la première, c'est sur la ventilation spontanée. Donc je vous rappelle que vous avez un cycle ventilatoire qui comprend une inspiration qui est une dépression à l'intérieur du thorax, et que c'est cette dépression qui va faire rentrer du volume à l'intérieur du système thoraco-pulmonaire. Et qu'il y a une expiration qui, elle, est le retour à l'équilibre uniquement de cette distension qui a eu lieu, et que la pression dans les voies aériennes, elle oscille autour de 0, mais elle n'est jamais fortement positive, alors qu'en ventilation mécanique, on verra qu'elle est toujours, tout au long du cycle ventilatoire, dans ces cas-là, positive. Là, c'est une équation un peu compliquée, mais juste pour que vous compreniez qu'en ventilation mécanique, le ventilateur va devoir insuffler avec des pressions qui vont devoir lutter contre des pressions résistives, d'accord, et des pressions élastiques. OK, donc ces pressions résistives, elles dépendent des résistances, alors des résistances du malade, mais aussi des résistances du système, et puis du débit qu'on met dans le ventilateur. Les pressions élastiques, elles dépendent du volume qu'on va insuffler, ou du volume qui rentre à l'intérieur du système, et puis de la capacité du système à se distendre, de ce qu'on appelle la compliance ou l'élastance, peu importe. Donc, juste sur cette équation, vous voyez que quand la pression est fixe, ce qui va varier, c'est le débit ou le volume. Et quand la pression quand le débit, lui, est fixe ou que le volume est fixé, ce qui va varier, c'est la pression dans les voies aériennes. Et on verra que c'est la différence entre les modes en volume et les modes en pression. Donc simplement, ayez ces grandes notions sur la ventilation mécanique. Alors, pour essayer de classifier les modes de ventilation, il y a plusieurs classifications possibles. J'ai choisi celle-ci, qui est de les classer en mode contrôlé, assisté ou en mode spontané, et puis avec une consigne qui est soit une consigne en volume, soit une consigne en pression. D'accord ? Donc vous réglez un volume ou vous réglez une pression donnée. Et puis vous déclinez dans chacune des cases les différents modes. Volume contrôlé, pression contrôlée, volume assisté contrôlé intermittent, pression assistée contrôlée, BiPAP, et puis la VS-aide. Et vous voyez que en mode en volume, il n'y a pas d'équivalent de la ventilation spontanée en aide. Et puis après, on peut faire tout un mix entre un peu de pression avec des volumes garantis, ou c'est les modes combinés, ou l'inverse. Et puis, il y a les modes proportionnels et les modes automatisés. Et comme on parle de sevrage ventilatoire après, on en dira un mot. Alors, regardez ces courbes, simplement. Donc là, on est dans un système où on est en ventilation en volume contrôlé, c'est-à-dire que le clinicien règle le volume, et donc ce volume, il est donné pendant un temps donné, qui est le temps inspiratoire. Donc ça, c'est les courbes en débit, et le volume, c'est l'air sous la courbe du débit. Donc c'est l'intégrale, et je vous le montrerai juste après. Et donc cette insufflation d'un volume, ça va faire varier la pression, comme on a vu sur l'équation qu'on avait juste avant. D'accord ? Vous réglez le débit et vous réglez le volume, donc ce qui varie, c'est la pression, pour atteindre en fin d'inspiration un maximum, et puis après, vous avez le retour à l'équilibre
en expiration. Et ça se décline comme ça. Et donc là, le débit est carré par définition et le volume courant est fixé par le clinicien. Et donc la pression, elle n'est pas contrôlée. Donc ce qu'il faudra regarder dans ces modes précisément, c'est la pression des voies aériennes, que ce soit la pression de pic et la pression de plateau, et la PEP, et qui sont, pour la PEP, les choses sont réglées, mais on peut avoir des PEP intrinsèques qui se surajoutent. Et donc là, la fréquence respiratoire, puisqu'on est en volume contrôlé, la fréquence respiratoire, elle est réglée par le clinicien. Et c'est celle qui est réglée. En mode assisté contrôlé, la seule différence, c'est que le malade est capable de déclencher certains des cycles respiratoires. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a ces petits ronds rouges qui montrent que sur des triggers, donc à un moment donné où le ventilateur écoute si oui ou non il y a un effort, une variation de débit ou une variation de pression, eh bien, il est capable de savoir si le malade a besoin d'un cycle supplémentaire. Et donc là, la fréquence respiratoire, c'est la fréquence avec des cycles qui peuvent être déclenchés par le patient. En pression contrôlée, les choses sont différentes puisque cette fois-ci, ce n'est pas le volume que vous réglez, ce n'est pas la consigne en volume, c'est une consigne en pression. Donc la consigne en pression, c'est que vous décidez de délivrer une pression qui est fixe pendant un temps inspiratoire donné et à une fréquence respiratoire donnée. Et donc le débit, lui, va être un débit qui est forcément variable, puisque dans l'équation de mouvement qu'on a pu voir, eh bien, si vous avez la pression fixe, c'est les autres paramètres de l'équation qui varient, et là, en l'occurrence, c'est le débit et le volume. Okay ? Donc la pression est fixe, le débit est lui un débit décélérant qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait en ventilation spontanée en dehors de la ventilation mécanique, et le volume courant n'est pas contrôlé. D'accord ? Puisque le volume courant, de la même façon, c'est l'air sous la courbe de cette partie-là. La fréquence respiratoire, c'est la fréquence que vous avez décidé, vous, de régler en tant que clinicien. En pression assistée contrôlée, c'est la même chose qu'en ventilation assistée contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est assistée et l'autre qui est contrôlée. Le respirateur est capable d'écouter le patient, et donc la fréquence respiratoire et celle du patient, et des cycles, certains des cycles en tout cas peuvent être déclenchés par le patient. Alors là, juste pour refaire le point, donc quelle différence entre le volume et la pression ? La différence principale, c'est la consigne qu'on a donnée au départ. Est-ce que c'est un volume qu'on veut ou est-ce que c'est une pression qu'on veut ? Donc si on imagine qu'il y a à un moment donné une modification du système avec une résistance qui varie ou une compliance qui varie, eh bien, votre volume, c'est la consigne que vous avez mise, elle continue à être garantie, et donc vos cycles ressemblent tout à fait à ceux qu'on avait vus tout à l'heure. Par contre, si vous vous souvenez de l'équation de tout à l'heure, si la résistance augmente ou si l'élastance diminue, eh bien, il y a des modifications forcément de la pression, puisque le débit reste fixe et le volume reste fixe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si les résistances augmentent, si votre tube, si la sonde d'intubation vient à se boucher, la pression, elle, va augmenter, et progressivement, on a des pressions qui augmentent, et donc la pression est bien variable. Donc il faudra s'assurer des alarmes en pression. En volume, en pression, la pression reste fixe et donc s'il y a une modification du système, forcément ce qui va varier, c'est le débit et le volume que vous insufflez au patient qui va être impacté par cette modification du système. La pression, elle reste fixe et donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien progressivement, si vous avez de la même façon que tout à l'heure une modification des résistances, votre volume courant insufflé au patient va diminuer et donc il faudra être très attentif au volume qui est délivré et qui est mesuré par le respirateur. Donc là, le volume courant n'est pas garanti. Donc voilà, cette plaque pour recadrer les choses. En ventilation, en volume, le débit est carré, le volume courant est constant, la pression est variable et donc il faut surveiller les alarmes en pression. Et en pression contrôlée ou assistée contrôlée, le débit est variable, la pression est constante et le volume, lui, sera à surveiller pour être certain que vous délivrez un volume courant correct.
Alors, je vous ai dit, on peut combiner les deux. Donc, est-ce qu'on fait plutôt pression, volume ou un peu des deux? C'est ce que vous voyez des fois utilisé, c'est ce qu'on appelle les dual modes. Ce sont des modalités ventilatoires qui associent les deux. Généralement, c'est des modes dont la consigne est une consigne en volume qui est garantie et la pression, elle est réglée par le clinicien. Donc, c'est des modes en pression dans lesquels vous réglez un volume minimum. L'idée, c'est celle-là, c'est que progressivement, vous allez augmenter la pression pour être certain d'avoir le volume que vous avez décidé de délivrer. Une fois que ce volume est atteint, la pression reste constante. Et si jamais le volume devient supérieur au volume cible, la pression diminue. Alors, il y a beaucoup d'inconvénients à tout ça. Et surtout, il faut faire attention aux alarmes qu'on surveille, puisque on n'est pas ni sur l'un ni sur l'autre précisément. Alors, on a vu que les modes pouvaient être classés en fonction de la consigne à régler, volume ou pression, et qu'elles pouvaient être également contrôlées ou assistées. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est le passage du couple au ménage à trois, en fait. Pour faire assez simple, dans les modes contrôlés, vous avez un couple qui est le ventilateur et le patient, enfin le poumon du patient, mais la commande centrale du patient, donc ce qu'il a réellement besoin, est bloquée par la sédation. Et ça nécessite d'avoir une sédation et parfois des sédations très lourdes ou des curarisations. Et puis, forcément, au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir laisser les malades sédatés de façon prolongée, donc on va les lever cette sédation, et là, on fait entrer un troisième acteur dans ce couple. Donc là, on passe à un ménage à trois, ce qui devient beaucoup plus compliqué. Et du coup, les pressions qui sont mesurées sont des pressions à la fois éventuellement générées par le patient et celles du ventilateur. Alors pourquoi on essaye de favoriser les modes assistés? Parce que en fait, ça permet d'avoir une meilleure adéquation aux besoins du patient. On utilise sa commande ventilatoire, on synchronise le patient à son ventilateur, on génère moins de dyspnées, on cherche à avoir un meilleur confort, moins d'éléments sédatifs, et puis on maintient une activité diaphragmatique dont on sait qu'elle est importante et parce qu'elle prévient la dysfonction diaphragmatique. Et puis en fait, le fait de laisser les malades ventiler, ça permet d'eux-mêmes d'avoir des efforts inspiratoires, ça permet d'avoir un meilleur recrutement du parenchyme pulmonaire et puis ça réduit la période de sevrage. Et d'ailleurs, c'est une des modalités du sevrage, qui est la ventilation spontanée qu'on verra juste après. Donc le mode le plus utilisé en mode assisté, c'est justement cette ventilation spontanée en aide. Donc cette fois-ci, pour replacer la ventilation spontanée en aide, c'est une ventilation dont la consigne est une consigne de pression qui est assistée. D'accord? Donc il y a en fait 4 phases. Donc c'est pour ça que les courbes sont des courbes qui ressemblent étrangement aux courbes que vous avez vues en pression assistée contrôlée. D'accord? Vous avez le patient qui déclenche le ventilateur. Il y a, pendant un temps donné, avec une pente qu'on peut régler, on atteint le niveau d'assistance qu'on a décidé. Et puis après, vous avez un cyclage entre l'inspiration et l'expiration. Et ce cyclage est potentiellement réglable. Et donc, la pression dans les voies aériennes, et la pression est une pression constante, qui est celle réglée par le clinicien. Et donc le volume, de la même façon, le débit est décélérant et le volume, lui, est variable. Alors, ce schéma, juste simplement pour que vous compreniez que, en fait, c'est parce qu'on va le revoir après pour les autres modalités, qui sont les modalités proportionnelles. Le fait de respirer, ça répond à 2 choses. Il y a une commande automatique qui est localisée principalement au niveau du tronc cérébral, et puis il y a une commande centrale que vous contrôlez. C'est-à-dire que si je vous dis là de respirer, vous allez respirer. Votre cortex, votre cerveau est capable de déclencher une ventilation. Ça entraîne une contraction du diaphragme, et c'est cette contraction du diaphragme qui entraîne des modifications de pression et de débit à l'intérieur du système. Et en fait, en ventilation en aide, en fait, le respirateur, il attend juste cette variation de pression, et puis il délivre l'aide que vous avez réglée.
de manière inconstante, enfin de manière constante, mais inconstamment, c'est tout le temps la même. D'accord ? Que vous ayez besoin de beaucoup d'assistance ou pas beaucoup d'assistance. Donc c'est ce qu'on appelle une loi du tout ou rien, et donc on déclenche cette pression, et cette pression est maintenue constante. Alors, cette aide inspiratoire, elle a des limites, parce que il y a souvent des défauts de synchronisation avec l'appel inspiratoire, surtout s'il y a une auto-PEP. On ne rentrera pas dans le détail, mais s'il y a une auto-PEP, en effet, ça risque l'effort déclencheur n'est pas détecté. Et puis souvent, les volumes qui sont délivrés sont des volumes qui sont supérieurs à ce que le patient a réellement besoin, puisqu'il a juste besoin de déclencher le respirateur, et le respirateur, quel qu'il soit, eh bien, va délivrer l'assistance de la même manière. Donc il y a des déconnexions avec les besoins réels, et donc une des solutions qui a été proposée et qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a un intérêt au mode proportionnel? Est-ce que la solution justement à ces défauts qu'a l'aide inspiratoire, c'est les modes proportionnels? Alors qu'est-ce qu'un mode proportionnel? C'est un mode dont, en fait, l'idée, c'est d'être proportionnel à la pression musculaire ou à l'EMG diaphragmatique. En ventilation assistée contrôlée, plus vous faites d'efforts, plus la pression dans les voies aériennes baisse. En aide inspiratoire, plus vous faites d'efforts, plus il ne se passe rien finalement, que vous faisiez un effort important ou pas, que vous fassiez un effort important ou pas, il n'y a pas de modification de l'aide inspiratoire. Et la ventilation proportionnelle, c'est justement que l'assistance, elle est directement proportionnelle à la pression musculaire. Alors il y a deux modes proportionnels, c'est le mode NAVA, dont là, l'objectif est de recueillir un EMG du diaphragme, et la pression proportionnelle, elle est proportionnelle à quoi? À l'activité électrique du diaphragme qui est enregistrée. Il y a une différence aussi, c'est que le trigger, ce qui va déclencher le respirateur, c'est l'EMG du diaphragme. Donc là, cette fois-ci, vous voyez, sur le même schéma, le mode NAVA se trouve ici, c'est-à-dire que le respirateur, il est contrôlé par le diaphragme. D'accord ? Donc on est déjà peut-être un peu mieux et on se rapproche un peu de la ventilation qu'on voudrait idéale, puisque la ventilation qu'on voudrait idéale, c'est une ventilation qui soit directement reliée au cortex du malade. Voilà, donc les courbes sont, vous voyez, les courbes sont différentes, et c'est-à-dire que vous avez votre activité électrique du diaphragme qui est ici, et vous voyez que la pression, elle est proportionnelle à cette activité. Quand vous avez des petites activités, la pression dans les voies aériennes est faible. Quand vous avez des grandes activités, la pression dans les voies aériennes est élevée. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été démontrés, qui sont principalement des éléments physiologiques. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est simplement, ça restaure le contrôle et ça rend par le patient un peu plus de sa ventilation, et ça lui permet d'avoir une ventilation qui est plus variable, donc peut-être plus physiologique. L'autre mode proportionnel qui est développé, c'est la PAV, ou Proportional Assist Ventilation, qui est cette fois-ci, on n'introduit pas une sonde pour avoir l'activité électrique du diaphragme, mais on va faire des calculs un peu particuliers et on va mesurer en fait l'élastance et la résistance du système, et puis on va savoir à partir de ça quelle est l'assistance qu'il faut délivrer, quelle est la pression qu'il faut délivrer en permanence au système, que ce soit la pression résistive et la pression élastique. Et en fait, en connaissant cette pression qu'il faut délivrer, qu'il faut insuffler, ben on est capable de finalement la répartir entre ce qu'on va laisser faire au patient et ce qu'on va donner au respirateur à faire. D'accord ? Il faut voir le respirateur comme un muscle accessoire finalement, et qui va permettre de séparer les deux. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on règle dans ces cas-là, c'est le pourcentage d'assistance qu'on donne au ventilateur et le pourcentage qu'on laisse à l'effort du patient. D'accord ? En sachant en permanence quelle est la pression qu'il faut mesurer. Et donc, vous voyez, là, vous avez la pression diaphragmatique qui est l'effort musculaire. Et en fait, cette pression, elle est constante. Alors bon, on fait des pauses pour mesurer la compliance, la résistance. Et puis, en fait, cette pression dans les voies aériennes, elle est proportionnelle à l'activité de la pression diaphragmatique, de la pression musculaire, pardon.
Donc cette fois-ci, on se retrouve dans cette situation-là et où à partir des signaux de débit et de volume et des mesures d'élastance et de compliance, d'élastance et de résistance, eh bien, on estime cette pression et on va l'amplifier en fait et la séparer entre le respirateur et le patient. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont été démontrés, aussi des éléments physiologiques, le fait que ça améliore la synchronisation, le fait que ça améliore le sommeil, que ça diminue les besoins de sédation et que de la même façon qu'en AVA, la variabilité est restaurée. Alors, simplement, là, sur ce schéma, vous avez la répartition et ce qui se passe effectivement en aide, en PAV et en AVA. Et vous voyez qu'en aide, ce qui est contrôlé, c'est la pression. En PAV, c'est une pression proportionnelle au débit et au volume. Et en AVA, c'est une pression qui est proportionnelle à l'EMG diaphragmatique. Alors, il y a des modes automatisés, et on finira là-dessus, simplement pour introduire la partie sur le sevrage. Alors, les modes automatisés, l'objectif de ces modes, c'est d'essayer d'avoir en fait une ventilation intelligente qui va, en fonction de cibles qui sont données, délivrer et ajuster la ventilation, le niveau d'assistance aux besoins effectifs du patient. Donc, c'est des modes en pression, c'est l'ASV ou l'Intelli-Vent, c'est des modes en pression contrôlée et en pression assistée, donc parce qu'ils sont capables de détecter le passage entre l'élément contrôlé et le moment où le patient se met à se réveiller. Et puis l'idée, c'est d'ajuster à une ventilation minute, au meilleur couple qui existe entre le volume et la fréquence respiratoire, parce que en fait, des fois, c'est probablement plus facile de respirer à 15 par minute avec un volume courant de 500 millilitres plutôt que 250 millilitres à 30 de fréquence. Et donc, en fonction d'un certain nombre d'équations, il règle cette ventilation. L'Intelli-Vent, l'idée, c'est d'automatiser encore un peu plus les choses et que la ventilation minute qu'on devait régler avant avec l'ASV est réglée, est ajustée en fait en permanence par le ventilateur et puis il ajuste également la PEP et la FiO2. L'objectif est d'obtenir d'avoir une cible et puis de faire varier les paramètres autour de cette cible pour atteindre la cible. L'Intelli-Vent, voilà, vous avez un certain nombre de données qui rentrent dans le respirateur et dans la boucle, et puis en fait après on ajuste tout ça. Le Smart Care, qui est l'autre mode automatisé, eh bien, qui a été développé par l'équipe de Créteil, eh bien, en fait, c'est une modalité en ventilation spontanée en aide où là, l'objectif, c'est de régler la ventilation pour une zone de confort ventilatoire et de permettre un sevrage automatisé et de suggérer éventuellement le moment de l'extubation. La PEP et la FiO2 ne sont pas réglées ne sont pas gérées par le système, Et l'idée, c'est de remplacer un peu le docteur, c'est-à-dire qu'en permanence, eh bien, il y a un certain nombre de données que le docteur analysait avant et qui lui permettaient de régler l'aide inspiratoire. Cette fois-ci, les choses sont automatisées. Vous avez une récupération d'un certain nombre d'éléments et puis cet ajustement. Et donc, vous voyez là, c'est typiquement ce qui se passe. Il y a une phase d'adaptation, une phase d'observation et puis le respirateur de lui-même va dire, voilà, maintenant, vous pouvez éventuellement extuber votre malade. Alors, pour conclure, dernière plaque, il y a beaucoup de modes de ventilation, comme on a pu le voir au départ, mais en fait, il y a deux modalités ventilatoires principales. Les modalités en pression, les modalités en volume, et le mode assisté ou contrôlé. Le mode assisté le plus utilisé est l'aide inspiratoire. Après, il y a des modes plus physiologiques qui sont possiblement utiles, avec des études qui sont en cours sur la validation clinique. Il y a des données physiologiques et il y a également des modes automatisés qui sont en cours d'évaluation. Donc voilà, la seule chose, c'est que là, on est dans une session de sevrage ventilatoire et donc ça me paraît important d'avoir bien compris les modes de ventilation si on ne veut pas être confronté à des données qui sont plutôt financières, qui vont être d'avoir un sevrage de plus en plus rapide des patients, parce que là, vous voyez, sinon, la personne qui va ventiler, c'est le petit bonhomme à côté. Et puis, en fait, on est dans l'intelligence artificielle et on risque d'être un peu comme Kasparov et d'avoir quelques problèmes si l'ordinateur prend le dessus sur nous. Voilà. Merci beaucoup.